Alors, je vais vous expliquer la guerre de l'anneau, qui est donc un jeu qui est fortement complexe et qui en plus a eu une mauvaise traduction sur les règles françaises, avec de nombreux problèmes de traduction qui rendent le livret de règles et le jeu peu clair et difficile à jouer sans avoir lu toutes les foires aux questions et tous les sites internet. Alors, on va commencer tout d'abord par vous présenter le but du jeu. Un joueur va contrôler les peuples libres, donc les peuples libres avec les elfes, le Gondor, etc. Et l'autre joueur l'ombre avec le Mordor, Isengard, les Aradrim. Le but du jeu pour les joueurs, c'est soit de gagner une victoire militaire, donc grâce au contrôle de certaines cités. Donc pour le joueur de l'ombre, il faudra contrôler 10 points de cités. Alors des cités ou des forteresses, mais donc pour 10 points, une forteresse est égale à 2 points, une cité à 1 point. Et pour le joueur des peuples libres, cette victoire militaire peut être acquise avec seulement 4 points. Mais c'est bien plus dur pour lui d'avoir ces 4 points. Sinon, il peut y avoir une victoire liée à la communauté de l'anneau. Donc vous voyez, c'est cette petite figurine ici. Si la communauté réussit à arriver sur le mont du destin, c'est gagné pour les peuples libres. Par contre, si jamais sur l'échelle de corruption, on arrive à 12 en corruption, Frodon est corrompu, et donc le joueur de l'ombre a gagné. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le plateau de jeu. Donc on voit différentes régions. Alors, tout d'abord, les frontières. Chaque peuple, la mise en place est... Là, c'est pas la mise en place normale, mais vous verrez dans le livret de règles pour faire la mise en place. Chaque peuple a ses frontières. Ici, on voit en vert celle des elfes. Vous voyez, on voit juste à côté, en bleu, par exemple là, autour de Karok, celle des hommes du Nord. Encore un autre exemple, ici, à Dol Guldur, nous avons des frontières du Mordor en rouge. Donc tout ce qui n'est pas dans des frontières est considéré comme des terrains libres. C'est important pour les déplacements, vous verrez tout à l'heure. Ensuite, on peut voir sur le plateau certaines zones comme celle-ci, certaines séparations, qui sont en noir. Ça représente des frontières infranchissables. Voilà. Ensuite, on voit un lac là-bas, bien sûr, aucune unité ne peut y aller. Nous voyons ensuite les forteresses. Les forteresses, c'est tout ce qui est carré. Donc voilà là une forteresse des peuples libres, en bleu. Mais on peut voir une forteresse juste au-dessus d'Ol Guldur, en rouge, donc de l'ombre. Et on peut voir aussi des cités. Donc les cités, comme Dale, alors je les ai entourées exprès à la couleur du camp auquel elles appartiennent. Donc là, Dale, c'est une cité des peuples libres. Donc elle vaudra un point. Voilà. Si elle est remportée si elle est occupée, par exemple comme ceci, par des armées ennemies. On mettra un jeton de domination dessus si c'est le cas. De même, là, sur une forteresse, on voit ce petit sigle qui montre 2 points de victoire. Vous voyez? Très bien. Ensuite, on va encore avoir des villages. Alors, quelle est la différence des villages? Les villages ne rapportent pas de points de victoire s'ils sont contrôlés par l'adversaire. Cependant, les villages, les cités et les forteresses vont nous permettre d'appeler des renforts, si nous les contrôlons encore, si c'est les nôtres de base et si nous les contrôlons. J'y reviendrai le moment voulu. De plus, une cité et une forteresse vous donnent, lorsque vous la défendez, un bonus défensif. C'est le cas aussi pour ce petit sigle qui représente des ruines. Donc là aussi, vous avez un bonus défensif. Par contre, dans les ruines, contrairement aux villages, cités, forteresses, vous ne pouvez pas appeler des renforts. Voilà. Ensuite, nous avons ici la piste qui va nous servir pour compter les scores. Donc, par exemple, le jeton des peuples libres pour compter les scores. Le dé de l'ombre, qui va noter la corruption de Frodon, enfin du porteur de l'anneau. Et enfin, ceci pour les déplacements de la communauté de l'anneau. Nous avons ici justement cette communauté de l'anneau, avec son guide, et les différentes figurines des compagnons. Enfin, ici, nous avons la piste politique, qui va permettre aux
aux différents peuples, représentés par les petits cartons, d'arriver en guerre, qui est la case ici. En guerre qui leur permettra de sortir de leur territoire, d'appeler des renforts, etc., etc. Alors, comment se passe un tour de jeu? Eh bien, un tour de jeu, c'est assez simple. La première chose à faire dans un tour de jeu, c'est de piocher une carte de chacun de ces paquets. Vous avez deux paquets. Le paquet stratégie personnage, hop là, là justement, voilà, ces deux cartes-là devraient être là. Les cartes événements personnage et les cartes événements stratégie. Donc au début de votre tour, vous en piochez deux. Donc voilà, j'en avais déjà sorti deux. Sur ces cartes, vous voyez les sigles qui vont vous permettre de les jouer. Donc là, par exemple, si vous avez un dé événement qui représente un palantir, ou bien si vous avez un dé action personnage avec une épée, vous allez pouvoir jouer le bâton de sorcier. Ici, il faudra soit un palantir, soit un dé de renfort. La partie basse, elle, va être utilisée lors des combats. Lors des combats, on va pouvoir jouer une carte face cachée et appliquer son effet à chaque round de combat. Ici, vous ne devez pas utiliser de dés d'action pour les jouer. Très bien. Ensuite, une fois que vous avez pioché vos cartes, ça va être la phase de la communauté. Le joueur des peuples libres va pouvoir déclarer la position de la communauté, et si elle est dans une forteresse ou une cité des peuples libres, la nation va être activée, si elle ne l'est pas déjà, et un point de corruption sera soigné. De plus, on va pouvoir changer le guide de la communauté. Je reviendrai sur la communauté elle-même plus tard. Donc en 1, on prend des cartes, en 2, la phase de la communauté, et ensuite, le joueur de l'ombre va pouvoir utiliser certains de ces dés pour les mettre dans la ressource de track qui est là-bas. Par exemple, il va en choisir 2. Ça va être les dés qui vont lui permettre de traquer l'anneau. Donc c'est des dés qui ne vont pas être utilisés pour autre chose. Puis on va jeter les dés. Donc les deux camps jettent leurs dés. Hop. Voilà. On prend nos actions. Tout d'abord, le joueur de l'ombre va mettre tous les résultats œil dans la ressource de track. Il ne peut, à la phase juste avant, quand il a voulu mettre un certain nombre de dés, il ne peut pas mettre plus de dés qu'il n'y a de compagnons dans la communauté de l'anneau. Alors, sachant que Frodon et Sam ne comptent pas, puisqu'ils n'ont pas de figurine là, donc là, par exemple, en fait, c'est simple, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés. Donc, il pourrait mettre au maximum 7 dés. Quand tous les compagnons sont partis, si on les fait tous partir, de toute façon, en Mordor, on ne pourra plus les faire partir et Gollum deviendra forcément le guide, eh bien, on mettra Gollum, la carte Gollum, comme guide de la compagnie. Elle n'a pas de figurine, mais ça permettra donc quand même aux joueurs de l'ombre de mettre un dé dans la ressource de track. Voilà. Donc ensuite, on jette les dés et on va pouvoir effectuer les actions. Alors les actions, je vais vous les présenter avec les dés des peuples libres. Il y a les mêmes, sauf la volonté de l'Ouest, sur les dés de l'ombre. Alors tout d'abord, l'action personnage. L'action personnage permet de déplacer la compagnie. Alors, on va pouvoir tenter de déplacer la compagnie. J'y reviendrai tout à l'heure en expliquant spécifiquement le rôle de la compagnie, car c'est assez complexe. Elle va aussi permettre de séparer des compagnons, qui sont ici, de la figurine de compagnie. Alors pour ce faire, imaginons la compagnie est ici. Elle s'est déjà déplacée de 2 cases. Donc la figurine ne bouge pas, mais ceci est à 2 cases, parce qu'on a déjà utilisé des dés comme ceci. Si j'utilise un autre des personnages, je vais pouvoir choisir les compagnons que je veux, changer le guide de la compagnie, sachant que je dois toujours choisir un guide ayant la plus grande valeur ici. Si c'est égalité, je peux choisir celui que je veux. Ça va être aussi leur valeur de mouvement. Donc quand je vais faire sortir de la compagnie, imaginons je vais faire sortir Gandalf, Gimli et Legolas, allons-y. Donc je prends les 3 figurines et je vais les déplacer ensemble vers un territoire en partant de là où est la figurine de Frodon et Sam, de la valeur du plus grand, de la plus grande valeur des déplacements, c'est celle de Gandalf, plus la valeur ici de ce dont je me suis déplacé déjà.
Donc ça va faire 3 et 2, 5. Donc je peux très bien faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et atterrir ici. Ce qu'il faut bien se mettre en tête à ce moment-là, c'est qu'en fait, quand on déplace des compagnons ou groupes de compagnons, ils peuvent traverser les armées ennemies. Ils peuvent se déplacer donc totalement librement. Par contre, s'ils passent sur un territoire avec une forteresse ennemie, ils sont obligés de s'y arrêter. Donc là, Gandalf pourrait faire 1, 2, 3, mais il doit s'arrêter là. Dans tous les cas, il n'a que 3 de déplacement. Mais s'il avait donc là 5, il doit s'arrêter là. Obligé, pour ce tour-ci. Quand on utilise un des compagnons, on peut déplacer tout. Donc si il y en a déjà qui sont restés séparés, soit avec un dé, on peut en séparer de la compagnie quelques-uns, soit pour ceux qui sont déjà séparés, on peut utiliser ce dé pour tous les déplacer de leur valeur de déplacement. Par exemple, pour mettre Gandalf ici, Gimli ici, et Legolas ici. Voilà. Comme ça, je les ai tous déplacés. Maintenant, il en va de même pour le joueur de l'ombre. S'il utilise un des personnages, il peut déplacer tous ses Nazgûl. Les Nazgûl, en fait, comme ils volent, ils peuvent aller où le personnage de l'ombre veut. Sauf dans une forteresse alliés. Ils n'ont jamais le droit de se retrouver là où il y a une forteresse alliée s'il n'y a pas d'armée de l'ombre. Bien sûr, s'il y en a une, ils peuvent y aller. Mais si c'est encore contrôlé par les territoires des peuples libres, c'est interdit. Voilà donc pour les compagnons. Si un compagnon se retrouve... Attendez, on va bouger ce Nazgûl là. Avec une armée, par exemple, Legolas vient ici. Il devient alors... officier de cette armée. Et là, il va pouvoir être éliminé. En effet, s'il était comme ceci ici, le Mordor ne peut pas l'attaquer. Par contre, s'il est là, en attaquant l'armée, le Mordor attaque aussi Legolas, puisque si ils réussissent à tuer toutes les unités, tous les officiers meurent, et donc Legolas peut mourir aussi. Dans le cas où c'est un personnage qui rajoute un dé, comme pour le joueur de l'ombre Saruman, ou bien le roi sorcier ou la bouche de Sauron, et pour les peuples libres, ça peut être Elessar ou Gandalf le Blanc. Dans ce cas-là, s'il est éliminé, le joueur perd ce dé supplémentaire.